Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. 3 soldats sénégalais ont perdu la vie en Côte d'Ivoire. Leur véhicule s'était renversé hier du fait des fortes pluies et du terrain difficile. Venu participer à la réunion ministérielle sur la paix et la sécurité dans l'espace UEMOA, le chef de l'État Macky Sall s'est rendu au chevet des blessés avant de présenter aux proches des victimes les condoléances de la nation sénégalaise. Et puis dialogue national prévu ce samedi au Palais de la République. L'ouverture de cette concertation aura lieu en l'absence de certains leaders de l'opposition. Pour certains observateurs politiques, la convocation tardive de ces concertations est l'une des causes de cette absence. Journée internationale des casques bleus, le centre d'information des Nations Unies de Dakar l'a célébré ce vendredi pour se rappeler ses héros dans le cadre du maintien de la paix à travers le monde. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous. L'armée sénégalaise est en deuil avec le décès des 3 soldats en Côte d'Ivoire. Ces Djambars ont perdu la vie après que leur véhicule se soit renversé au cours d'une mission de sécurisation dans la localité de Bouaké. Un accident qui, selon les autorités ivoiriennes, serait dû aux fortes pluies enregistrées dans la région. Les victimes faisaient partie du 16e contingent sénégalais déployé dans le cadre de la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Macky Sall, s'est rendu au chevet des blessés admis pour des soins dans un établissement hospitalier avant de présenter aux proches des victimes les condoléances de la nation sénégalaise. Et nous restons toujours en Côte d'Ivoire où le président de la République, Macky Sall, a déclaré que la lutte contre le terrorisme passe par un engagement communautaire, un renforcement de la concertation dans le cadre d'une approche globale. Il s'exprimait à l'ouverture d'une réunion ministérielle sur la paix et la sécurité dans l'espace UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Selon Macky Sall, les pays de l'UEMOA devraient intégrer l'anticipation, la prévention et l'échange d'informations pour ne pas se limiter à la dimension strictement sécuritaire et militaire de la lutte contre le terrorisme. Et pour combattre le terrorisme et le crime organisé, les pays ouest-africains ont décidé de mutualiser leurs efforts. Une rencontre de 3 jours sur la question vient de se tenir à Dakar. Les résultats du rapport final de cette réunion financée par l'Union européenne ont été rendus publics ce vendredi. Kodoussen et Mbaïndir nous en dit plus. Des experts en charge des questions sécuritaires de 7 pays ouest-africains ont, durant 3 jours, porté la réflexion sur le thème drogue et terrorisme, l'interministérialité comme moyen du renforcement de la coopération régionale. D'importantes recommandations ont été formulées ce vendredi à Dakar à l'occasion de cette cérémonie de clôture de la rencontre pour une lutte plus efficace contre ce qui est considéré comme l'un des plus grands défis du XXIe siècle. Nous avons demandé de promouvoir justement ce réseau I-24/7, ce système I-24/7, pour que les autres services de sécurité également puissent avoir un accès facile à ça. Nous avons également fait des propositions allant dans le sens de renforcer la coopération au niveau international. D'abord au niveau national, au niveau sous-régional, au niveau régional et au niveau international. Nous avons également demandé le renforcement de l'interministérialité, justement au niveau national, entre nos différents services de sécurité. La coopération entre les acteurs a été identifiée comme l'une des solutions dans l'optique de freiner la montée de la criminalité constatée dernièrement. Et qui dépasse les frontières, ce n'est pas seulement le Sénégal, c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est l'Afrique tout entière, c'est l'Europe tout entière qui s'implique, le monde tout entier qui est affecté par ces fléaux. On ne peut pas travailler seul. Ni les ressources humaines, ni les ressources économiques sont suffisantes si chacun travaille dans son coin. Le rapport final des travaux a aussi mis un accent particulier sur l'importance pour les États africains d'adopter une approche préventive pour venir à bout du fléau. Dans ce cadre, l'ambassadeur de l'Union européenne a annoncé que son institution compte débloquer 10 millions d'euros pour appuyer le Sénégal dans sa lutte contre le crime organisé.
Journée internationale des casques bleus, je le disais en titre, prévue ce 31 mai, le Centre d'information des Nations Unies de Dakar a célébré ce vendredi pour se rappeler ces héros dans le cadre du maintien de la paix à travers le monde. L'occasion a été saisie pour rendre un vibrant hommage au feu capitaine Mbaye Diagne, observateur militaire des Nations Unies du génocide au Rwanda, Amadou Sabarba et Navarotona. Le capitaine Mbaye Diagne, tombé au combat le 31 mai 1994 dans le génocide rwandais, pris en exemple au Sénégal pour la Journée internationale des casques bleus. 22 ans après sa mort à Kigali Night, les Nations Unies ont réparé une erreur. Sa femme a reçu le 19 mai dernier au mai de Ban Ki-moon la médaille capitaine Mbaye Diagne pour son courage exceptionnel. Une fierté pour le pays et sa famille. Mais la veuve Yacine Mar Diop souhaite que l'histoire de ce djambar soit inscrite dans les manuels scolaires. Mbaye est connu, mondialement il est connu, mais au Sénégal, les gens peinent à le reconnaître. Les enfants ne le connaissent pas. Ils ne vous entendent pas parler de lui, ils vous disent qui est ce capitaine, qui est Mbaye Diagne. Donc, il devra figurer en bonne place dans l'histoire du Sénégal. Né le 18 mars 1958, capitaine Mbaye Diagne était de la première promotion de l'École nationale des officiers de l'armée. Un combattant hors pair, un héros, témoignent ses frères d'armes. Il laisse un héritage moral et pédagogique dans la formation des jeunes officiers, des soldats de l'armée sénégalaise, bref, pour la jeune génération. Donc c'est les trois axes que j'ai mis, sur lesquels j'ai développé ma pensée. Le premier, c'est le sport, qui est quand même une école pour notre jeunesse, qui prépare nos leaders de demain. Le deuxième axe, c'est le respect des traditions. Et le troisième axe, c'est l'éducation. Pour cette édition de la Journée internationale des casques bleus, le thème est axé sur l'importance de l'éducation à la culture de la paix, une façon de montrer le travail acharné des casques bleus déployés dans les opérations de maintien de la paix à travers le monde. Alors cette année, le message du secrétaire général est un message, je pense, de reconnaissance de l'énorme travail. Il parle de grands succès qu'on a eus. On peut, spécialement en Afrique, la République centrafricaine, c'est un pays qui, il y a 2 ans, était presque dans une guerre civile. Il y avait des risques de génocide assez importants. Et à ce moment, la Centrafrique a eu des élections, a eu un référendum. Et il y a un nouveau gouvernement, un nouveau président. Aujourd'hui, les Nations Unies comptent 150 000 agents casques bleus qui interviennent dans 124 pays. Il y a également les 18 000 membres du personnel civil recrutés sur le plan international et national, mais aussi des volontaires des Nations Unies. Et puis, dialogue national prévu ce samedi 28 mai au Palais de la République. L'absence de certaines formations politiques peut se comprendre. C'est l'avis de l'observateur de la scène politique Momar Diong. Selon le journaliste, la convocation tardive de ces concertations et le format adopté en sont les causes. Momar Diong est joint par Awa Diop. Il faut d'abord admettre qu'il est possible et normal que ces partis-là ne veuillent pas participer à ce dialogue, pour 2 raisons principalement. La première, c'est que c'est vraiment une ouverture de dialogue qui intervient bien tardivement. On attendait du président de la République, en lançant son projet de réforme constitutionnelle, ouvrir de larges concertations en amont pour que les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les autorités religieuses et coutumières puissent en discuter et l'enrichir, ce qui n'a pas été le cas. Donc, ne serait-ce que pour cette raison, on peut comprendre que ces partis-là ne veulent pas y participer. La deuxième raison, c'est maintenant, suivant le contour et même le format de ce dialogue. Il me semble quand même que c'est des invitations qui ont été lancées à plusieurs acteurs à la fois et il est difficile de se retrouver autour de l'essentiel dans un schéma comme celui-là. Il se trouve également qu'il aurait été préférable que tous les acteurs qui sont conviés à ce dialogue soient informés au moins des points qui seront abordés. Comme ça, ils en discuteraient dans leurs instances respectives, arrêteraient des positions qu'ils mettraient sur la table, ce qui n'est pas le cas. Donc vraiment, ne serait-ce que pour ces raisons, on peut comprendre que ces partis-là ne veulent pas y participer. Maintenant, il est évident qu'en n'y participant pas, l'objectif que visait le président de la République, en l'occurrence de faire des concertations les plus larges possibles,
cet objectif-là, malheureusement, ne sera pas atteint. Parlons santé dans cette édition en prélude à la cérémonie de la Journée mondiale sans tabac prévue ce dimanche 31 mai. Le programme national de lutte contre le tabac a convié la presse pour une séance d'orientation, une occasion saisie par le PNLT pour annoncer le conditionnement neutre, une mesure qui vise à rendre les produits du tabac moins attrayants. Femme John et Sanoussi Sane reportage. Préparez-vous au conditionnement neutre, c'est le thème choisi par le programme national de lutte contre le tabac pour célébrer cette journée. Préparez-vous au conditionnement neutre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les paquets, les emballages, les paquets de tabac ne doivent plus avoir des messages de publicité, des messages attractifs ou bien avoir des emballages qui puisse encourager les gens à fumer ou bien à ce que ce soit quelque chose d'attractif. Au Sénégal, le tabagisme touche 1 500 000 personnes. Pour freiner cela, le pays veut faire comme l'Australie, instaurer le conditionnement neutre, un moyen de freiner le tabagisme. Aujourd'hui, si vous voyez ce qui s'est passé au Sénégal, pendant longtemps, vous avez vu les paquets de cigarettes, c'était marqué abus dangereux pour votre santé. Et les gens se rendent compte que ça, non seulement c'est pas vrai, parce que c'est l'usage même qui est déjà dangereux avant l'abus, mais on s'est rendu compte aussi que les gens ne lisaient même pas. Donc dans la dernière la loi qui a été votée en 2014, la loi maintenant demande à ce qu'on mette des messages, c'est-à-dire des photos. Face à la presse ce vendredi, la Ligue sénégalaise contre le tabac a salué les efforts consentis par le gouvernement, notamment avec la loi anti-tabac, même si son vice-président reste sceptique quant à son application effective. Voter une loi, je le dis souvent, est bien, mais c'est souvent l'application de cette loi qui pose problème. Et pour appliquer cette loi, il va falloir se battre, parce qu'il y a des habitudes qui étaient là, les gens ont l'habitude de fumer où ils veulent et quand ils veulent. Alors tout cela va s'arrêter. Ce dimanche 31 mai sera célébrée la journée mondiale sans tabac. Pour les autorités sénégalaises, l'urgence réside dans la mise en œuvre du conditionnement neutre, une mesure visant à rendre moins attrayants ces produits. Et grève du secteur de la santé les 23 et 24 mai de ce mois. L'association SOS Consommateurs va saisir les procureurs de la République de chaque région pour l'ouverture d'une enquête pour non-assistance à personne en danger ou éventuel homicide volontaire prémédité. Maître Massorna Kane, président de l'association SOS Consommateurs, revient sur cette question. Nous l'écoutons. Oui, vous savez, les grèves qui ont été déclenchées les 23 et 24 par une coalition de syndicalistes du secteur de la santé a certainement causé grave dommage aux malades qui sont dans les... Quand vous les écoutez parler, vous savez qu'il y a eu certainement des morts ou des malades dont les maladies ont été aggravées par ces grèves. Alors, c'est pourquoi nous avons demandé à ce que le procureur de la République dans chaque région, au niveau des hôpitaux, puisse déclencher une enquête, parce qu'il est temps de faire cela. Déclencher une enquête pour voir quels sont les effets que ces grèves ont eu sur les personnes, parce qu'il y a manifestement non-assistance à personne en danger et même tentative d'homicide volontaire. Nous-mêmes, on est en train de mener des enquêtes, mais vous savez, ça, la même chose que si c'est le parquet qui demande une enquête. Et ça, je pense que même le ministère de la Santé aurait dû le faire le point dans les hôpitaux. Et ensuite, vous savez que dans ce genre de cas, souvent, on cache les preuves. Il y a un réflexe d'autodéfense que les personnels se font entre eux. Mais je suis sûr que s'il y a une enquête exhaustive, on aura les preuves qu'il y ait justement des délits très graves et même un crime d'homicide volontaire. Et puis la réunion du comité directeur du PDS tout à l'heure s'est soldée par un désaccord. Après avoir procédé à un vote, la majorité décide de répondre présent à l'appel du chef de l'État Macky Sall. Mais pour la minorité, cette décision est considérée comme un acte de trahison envers le parti, suivant les propos de Maître Amadou Sall, porte-parole du jour. Pour avoir dénoncé et s'être plaint du déficit de concertation
ayant abouti à un référendum qui n'a pas suscité beaucoup d'enthousiasme chez la majorité des Sénégalais, le Parti démocratique sénégalais accueille favorablement l'appel du président de la République à un dialogue autour des questions nationales. Et puis en bref, conseil d'administration du Fonds monétaire international, les administrateurs saluent les bonnes performances macroéconomiques du Sénégal. Les résultats macroéconomiques au cours de 2015 ont été satisfaisants avec une croissance de 6,5% pour la première fois au cours des 12 dernières années. Les administrateurs se sont félicités de la consolidation budgétaire avec un déficit attendu à 4,2% du PIB en 2016 et de l'engagement des autorités à atteindre le critère de convergence de l'UEMOA relatif au déficit budgétaire fixé à 3% avant l'horizon de convergence en 2019, selon un communiqué du ministère de l'Économie et des Finances. La délégation générale à la protection sociale et à la solidarité a procédé ce vendredi à la réception de 100 tonnes de dattes offertes par le Royaume d'Arabie Saoudite au Sénégal. Comme chaque année, ce don intervient à quelques jours du mois de Ramadan à l'intention des plus démunis. Suivons à ce propos l'ambassadeur saoudien au Sénégal au micro de Jean-Djibril William. Ce don représente 100 tonnes de dattes que nous offrons chaque année à la République du Sénégal, au gouvernement du Sénégal, qui ensuite prend le relais pour le distribuer aux familles nécessiteuses, aux familles religieuses, aux associations caritatives pendant le mois de Ramadan. Parce que c'est des dattes et c'est des dattes de très bonne qualité. Comme vous le savez, les dattes ont une qualité nutritive très importante. En Arabie Saoudite, on l'utilise tout au long de l'année et plus spécifiquement pendant le mois de Ramadan où l'organisme a besoin de ces dattes pour sacrifier au Ramadan. Et puis une note de culture dans cette édition avec la 12e édition de la Biennale que Dakar abrite depuis le 3 mai de l'art africain contemporain. Son rendez-vous du donner et du savoir culturel fondé en 1994 reste aujourd'hui la principale manifestation africaine dédiée à la création contemporaine, des moments d'échange entre les différents acteurs culturels du continent. Ce n'est pas seulement l'affaire des adultes, les enfants aussi y participent. Pape Cheikh Ndiaye Diouf nous fait découvrir ce grand rendez-vous qui fait vibrer Dakar au rythme des couleurs et formes de l'Afrique. Reportage. À Dakar, l'Afrique vibre de par son art. À l'occasion de la 12e Biennale des arts africains contemporains, le continent expose sa créativité. Cette œuvre d'art invite à la communion entre les différents peuples d'Afrique. Ces oiseaux véhiculent des messages pour réenchanter le continent africain. C'est une série que j'appelle Les oiseaux de la paix. Donc c'est une série qui travaille sur la paix, c'est sur la cohésion sociale, c'est sur le droit humain, c'est sur l'équilibre, parce que je pense aussi que dans un monde de violence et d'incompréhension, l'artiste a sa partition à jouer. Autre lieu, autre décor. Oui, la Biennale, c'est aussi l'affaire des enfants. À travers ces autoroutes à péage, ils construisent déjà l'Afrique du futur. Dans son bureau de change, la petite Maouli apprend à connaître le monde des finances. On me donne de l'argent, l'ancien argent qu'ils avaient, pour que je leur donne l'argent qu'il y a dans le pays, la vraie argent du pays. Par exemple, si on vient de France, donc on a des euros et qu'on arrive au Sénégal, on a besoin de francs CFA, on va dans un bureau de change pour demander à la place des euros des francs CFA. La 12e Biennale de l'art africain contemporain, des moments d'échange culturel, c'est aussi des moments d'apprentissage pour fleurir le talent des plus petits, ces enfants en qui repose le futur du continent. Avec leur créativité, l'Afrique est à jamais sur les voies de l'émergence. Place maintenant l'actualité internationale que nous ouvrons par la visite de Barack Obama ce vendredi à Hiroshima où il a relancé son appel à un monde sans armes nucléaires. Et puis au Japon, des perturbations ont eu lieu ce matin à l'aéroport de Tokyo après un départ de feu sur un avion de Korean Air. Le récit avec Fatou Cissé.
Le président américain Barack Obama a rendu un hommage émouvant ce vendredi aux victimes de la première attaque nucléaire de l'histoire. C'était lors d'une visite historique à Hiroshima. Il a serré la main et pris dans ses bras des survivants de la bombe atomique. Barack Obama est le premier président américain en exercice à visiter cette ville anéantie le 6 août 1945 par une bombe nucléaire américaine qui a fait plus de 211 000 morts. Il a appelé de nouveau, comme en 2009, à un monde sans armes nucléaires. À l'aéroport de Tokyo Haneda, un avion a failli prendre feu. De la fumée s'est échappée d'un des moteurs d'un Boeing de la compagnie sud-coréenne, Korean Air. L'appareil s'apprêtait à décoller pour Séoul quand les secours ont débarqué pour éteindre ce début d'incendie. 319 passagers étaient à bord, y compris les membres d'équipage. Ils ont été évacués par des toboggans de secours. On ignore les causes du sinistre. Les experts évoquent un problème technique. Les décollages et atterrissages ont été momentanément suspendus sur l'ensemble des 4 pistes de l'aéroport. Remis en liberté après une journée d'interrogation, Michel Gbagbo, le fils de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, a été inculpé pour divulgation de fausses nouvelles, a annoncé jeudi le procureur d'Abidjan Richard Adou. La justice ivoirienne lui Michel Gbagbo, il est le secrétaire national du FPI, chargé de la solidarité avec les prisonniers politiques. C'est cela. Publié le 2 mai, Michel Gbagbo a affirmé qu'à la date du 30 mars 2016, 250 personnes étaient encore détenues dans les prisons ivoiriennes et que 300 personnes inculpées et placées sous mandat de dépôt depuis 2. Et puis l'actualité sportive est particulièrement marquée par du football. Kalidou Koulibaly est optimiste quant à la double confrontation du Sénégal face au Rwanda et au Burundi. Mais lors de ses sorties, Boukari Dramé forfait, Pape Souaré en roue libre et puis en NBA, Golden State évite l'élimination face à Oklahoma City. Plus de détails avec Awa Diallo. Les Lions se préparent au Rwanda pour gagner contre le Burundi. C'est du moins l'avis de Kalidou Koulibaly. Le défenseur central de Naples estime que le mental des joueurs est au beau fixe et qu'ils sont prêts pour aborder ce match qui ne sera pas toutefois facile. On est très bien arrivé dans de bonnes conditions. On a fait le voyage. Les joueurs qui avaient des matchs encore ce week-end nous ont rejoints aujourd'hui, donc on est pratiquement complet. Et voilà, on est bien installé. Maintenant, on doit bien préparer ce match du Rwanda et après celui du Burundi. On sait qu'on a fait déjà un bon parcours depuis le début des éliminatoires. Maintenant, on veut continuer sur notre bonne lancée. On sait que ce match contre le Burundi va être très important. Mais maintenant, on a un match pour se préparer. Le Rwanda, on va le prendre très sérieusement. Après, on va aller au Burundi pour essayer de gagner ce match. Mais on sait que ça va être difficile, sur un terrain très difficile. Donc voilà, le Sénégal n'a peur de personne. On va tout faire pour gagner ce match. Le coach nous dit toujours quelque chose, c'est que le Sénégal doit jouer sur tous les terrains d'Afrique. Donc que ce soit à n'importe quel terrain, on va tout faire pour gagner ce match. Blessé depuis plusieurs semaines avec son club Atalanta Bergame, Boukari Dramé n'a pas pu prendre part aux entraînements de l'équipe nationale à Kigali. L'ancien défenseur du Paris Saint-Germain, qui souffre d'un gonflement du genou, n'a aucune chance de prendre part au match amical contre le Rwanda de ce 28 mai et à la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2017 face au Burundi le 4 juin. Avec ce forfait, Aliou Cissé ne se retrouve qu'avec un seul latéral gauche de métier, Pape Diaye Souaré. Retenu par Crystal Palace, avec qui il a disputé et perdu la finale de la Coupe d'Angleterre face à Manchester United, l'ancien pensionnaire de Djambar est arrivé au Umubano Hotel, la tanière des Lions, mercredi dernier. Il a ainsi pu participer au dernier galop de l'équipe nationale qui se sont déroulés à huis clos. Auteur d'une bonne saison avec Crystal Palace, l'ancien défenseur a disputé la majeure partie des rencontres de son club. Le joueur de 25 ans a ainsi joué 34 matchs de Premier League, 5 en FA Cup et 2 en League Cup, ce qui lui fait un total de 41 rencontres. Avec l'équipe nationale, Souaré, jadis en concurrence avec Chermbeng, a réussi à faire le vide autour de lui grâce à ses dernières prestations. Il a été titularisé lors de la plupart des dernières rencontres des Lions depuis l'arrivée d'Aliou Cissé. Avec l'avènement de l'ancien capitaine des Lions, il a même inscrit 2 buts. Le premier, le 31 mars 2015, en match amical face au Havre AC, 2-1. Et le deuxième, lors de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2017, au DJ, 2-1. Manchester United a officialisé ce vendredi matin l'arrivée de José Mourinho. À 53 ans, il est bien le successeur de Louis van Gaal à Manchester United. 4 jours après le départ du technicien néerlandais,
Les Red Devils ont annoncé l'arrivée du Special One. Le Portugais s'est engagé pour 3 saisons, plus une en option. Il pourrait donc rester jusqu'en 2020. Condamnés à s'imposer, les Golden State Warriors ont remporté une victoire capitale face à Oklahoma City, 120-111 dans le match 5 en finale de la conférence Ouest. Le champion en titre n'est plus mené que 3-2 par le Thunder, qui aura l'occasion de conclure la série dans sa salle ce samedi. Pas toujours à l'aise pendant la rencontre, Stephen Curry a parfaitement joué son rôle de leader en inscrivant 12 points dans les 6 dernières minutes, mais aussi en réussissant 2 belles actions défensives sur un Kevin Durant. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition et merci de l'avoir suivi. Merci aussi à toute l'équipe technique. Bonsoir à tous.